Voilà, bonjour à tous. Bonjour à nos deux collègues. Bonjour à l'auditoire. Bonjour à Alain Pétron, Ricardo Thomas. Alors là, nous passons à la deuxième soutenance pour la journée. C'est la soutenance de Pétron, Ricardo Thomas. Il avait à travailler sur le sujet suivant: contribution des caisses d'épargne et de crédit à l'inclusion financière. D'accord? La contribution des caisses d'épargne et de crédit à l'inclusion financière. Et il nous abordera le cas de la caisse populaire, ou des caisses populaires, plutôt, Success et CPRCM. D'accord? Alors, il va nous expliquer tout ce que c'est, tout ça. Il a fait ce travail sous la direction du docteur Stevens Azima. Et ici, il aura comme rapporteur le docteur Rose Camille Vincent. Alors, Ricardo, tu connais les règles du jeu. Tu as 10 minutes pour présenter ton travail. Après coup, je vais passer la parole au rapporteur afin qu'elle nous dise ce qu'elle retient de ton travail et les remarques et critiques éventuellement à te faire. Voilà, tu as la parole pour 10 minutes. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, docteur. Oui, c'est bon. OK, merci. Honorable président, honorable membre du jury, cher public, bonsoir. Je suis Ricardo Thomas. Un honneur pour moi de vous présenter cet après-midi mon mémoire de master pour l'obtention du grade de maître en monnaie, banque, finance et assurance, ayant pour sujet la contribution des caisses d'épargne et de crédit à l'inclusion financière, le cas des caisses Succès et CPRCM. Cet après-midi, pour la présentation, on a 7 points à vous présenter. Tout d'abord, il va y avoir une problématique générale, ensuite une méthodologie, après une présentation des résultats et on fera une discussion et pour terminer, une conclusion et des implications du travail et pour finir totalement, il y a des références bibliographiques et j'en passe. Mon propos de cet après-midi part d'un constat. Un constat, c'est suivant l'écosystème financier haïtien. On a constaté que le système bancaire haïtien, il est composé des banques, des caisses d'épargne et de crédit, des institutions de microfinance, des sociétés financières de développement, ainsi que des institutions financières spécialisées, des assurances, etc. Le constat, c'est que le système bancaire haïtien est majoritairement concentré dans la capitale. Les chiffres peuvent en parler, mais les banques sont plutôt dans les grandes villes de Port-au-Prince. Elles ne sont pas présentes assez dans les zones rurales. Mais plus loin, on a constaté que 80% des 400 branches de coopératives et d'institutions de microfinance, elles sont situées plutôt dans les zones rurales pour desservir la population marginalisée qui n'a pas eu accès aux services financiers de base. Rapidement, on a constaté qu'il y a un vrai problème d'inclusion financière qui s'est posé et c'est justement là ce qui nous intéresse dans le cadre de notre travail. La littérature sur le sujet montre que la microfinance a du potentiel pour créer de l'inclusion financière à travers ces 3 déterminants: accès, usage et qualité. En vertu de ça, nous autres, nous sommes intéressés à voir ce que les coopératives d'épargne et de crédit, comment elles peuvent contribuer à faire de l'inclusion financière. Et le cas qui nous intéresse, c'est surtout 2 caisses populaires du Sud-Est, Succès et CPRCM. Dans le cadre de ce travail, pour voir comment ces 2 caisses, elles ont contribué à faire une inclusion financière, nous sommes intéressés par cette question de recherche que vous voyez à l'écran. Et pour répondre à cette question, nous avons posé une hypothèse de base que vous pouvez rapidement lire à l'écran. Et pour tester cette hypothèse, on a une méthodologie. Dans la littérature sur l'inclusion financière, on a constaté que pour collecter les données, il faut faire une analyse à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande.
Du côté de l'offre, nous sommes intéressés par voir ce que les fournisseurs de services financiers donnent pour faire de l'inclusion financière. Pour cela, on a été faire une recherche documentaire, vérifier les lois et les documents de ces deux caisses populaires qui nous intéressent, et on a fait des entretiens semi-dirigés avec les deux dirigeants des caisses. Et maintenant, du côté de la demande, nous sommes intéressés à réaliser de préférence un entretien avec les bénéficiaires. C'est pour cela qu'on a fait une enquête quantitative qui a permis de faire une régression économétrique. Et pour cela, nous avons un échantillon de 50 participants. Et de l'autre côté, nous avons fait des entretiens semi-dirigés avec 10 participants de chaque caisse. Et pour terminer, une analyse thématique a été réalisée pour vérifier ces trois déterminants-là: accès, usage et qualité. Rapidement, je vous présente les résultats. Du côté de l'offre, c'est-à-dire on essaie de voir comment les fournisseurs, les prestataires de services, les fournisseurs de services, comment ils interviennent sur le marché pour faire de l'inclusion financière. Tout d'abord, dans les documents des deux CEC, on a constaté quelques spécificités. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la nature financière. On a vu que les deux CEC, elles ont cette possibilité de mobiliser de l'épargne, de faire du crédit et de faire la gestion des fonds. Et une spécificité qui est proche au CEC, c'est le lien social qu'elles créent lorsqu'elles font de l'intermédiation microfinancière. Et de l'autre côté, les CEC, en vertu de la loi qui leur donne la possibilité de créer des points de service dans des zones reculées, on a pu constater qu'il y a une certaine proximité géographique avec les membres. Et pour terminer, les CEC ont une structure organisationnelle plutôt spéciale, basée sur la démocratie, basée sur l'adhésion volontaire des membres, basée sur le partage des trop perçus en termes de ristourne. Plus loin, on a vu que dans les différents entretiens qu'on a eus avec les deux dirigeants, du côté de l'accès, on a constaté que les deux caisses, elles ont fait de l'effort pour rendre les services disponibles, mais malgré ça, ceci n'est pas suffisant parce qu'il y a des zones qui n'ont pas jusqu'à présent été desservies. En termes d'usage, les deux CEC ont fait du marketing, mais leur faiblesse, elles n'ont pas un plan de marketing pouvant servir le maximum de gens dans des zones reculées. Et en termes de qualité, dans l'entretien qu'on a eu avec les deux dirigeants, on a constaté également que les deux CEC sont intéressés par la formation. Elles ont organisé des séances de formation, mais malheureusement, ces séances-là ne sont pas organisées sur une base régulière. Toujours du côté de la demande, dans la présentation des résultats, dans les statistiques descriptives, on a constaté que dans notre échantillon, qui est composé de 82% de succès et de 33% de CPRCM, on a un échantillon plutôt financièrement éduqué à 70%, plutôt masculin à 67% et un échantillon de 80% entre 25 et 45 ans. On a un échantillon plutôt salarié et plus loin, on a constaté qu'on a un échantillon où les membres ont une certaine accessibilité pour bénéficier des services. C'est pourquoi je vous présente ces graphiques-là afin de pouvoir observer. Et pour terminer dans cette partie-là, on a constaté au niveau de la satisfaction, 74% des membres de succès, ils sont satisfaits du service et de l'autre côté, 59% des membres du CPRCM, ils sont plutôt satisfaits. Et les graphiques peuvent en dire plus. Maintenant, dans la partie régression, on a fait une modélisation économétrique. Dans cette modélisation économétrique, on avait considéré 10 variables. Dans ces 10 variables, on avait exclu 2 variables et on a fait la régression sur 8 variables. Rapidement, dans le tableau, on peut voir que notre modèle est significatif au seuil de 5%. La probabilité peut en prouver. Et maintenant, dans les différentes variables indépendantes, on a constaté que la variable littératie financière qui est présentée dans le tableau sous la forme de connaissance des services, cette variable-là est plutôt significative et de plus, elle a un score de satisfaction positif sur le niveau de satisfaction des membres. Mais permettez-moi d'attirer à votre attention qu'il y a 4 autres variables qui nous intéressent. C'est la variable plus de 35 ans et la variable sexe homme. Ces deux variables-là, plus de 35 ans, a un score de satisfaction positif, ce qui est intéressant, et la variable sexe homme a un score de satisfaction négatif.
Mais cependant, on met ces deux variables d'un côté parce qu'elles ne sont pas significatives au seuil de 5%, mais par contre, elles sont significatives au seuil de 10%. Mais deux autres variables attirent notre attention. C'est la variable des gens qui ont un compte à succès et des gens qui ont un compte à CPRCM. On voit que ces deux variables-là affichent un score de satisfaction positif, mais cependant, on ne les a pas retenues parce qu'elles ne sont pas significatives au seuil de 5%. Cela dit que le fait d'appartenir à succès ou à CPRCM ne traduit pas une certaine inclusion financière. Cela permet de dire rapidement que notre hypothèse de base n'est pas vérifiée en vertu de ce tableau de la régression. Et pour terminer, on va voir, puisque c'est une étude qui est à la fois quantitative et qualitative, du côté qualitatif, on va voir dans notre entretien avec les membres. Rapidement, en termes d'accès, la perception générale montre qu'il y a un accès physique au service. Mais il faut observer qu'un participant de succès dit que les formalités ne sont pas toujours satisfaisantes. En termes d'usage, la perception montre que les membres connaissent l'existence des services d'épargne et de crédit, mais un participant de CPRCM déclare « Je fais des emprunts informels pour renforcer mes activités économiques ». Et en termes de qualité, la perception montre que les membres déclarent être satisfaits, mais certaines améliorations doivent être apportées. Mais permettez-moi d'attirer votre attention, un participant déclare « Les services financiers ne sont pas encore digitalisés pour connecter ses membres avec les banques commerciales ». Rapidement, on a fait une discussion des résultats. Puisque c'était une étude à la fois qualitative et quantitative, au niveau qualitatif, on a constaté que les CEC affichent un certain potentiel dans le contexte haïtien pour faire de l'inclusion financière, ce qui est conforme avec la littérature sur le sujet. Et en vertu des entretiens qualitatifs réalisés avec les membres, on a constaté également qu'il y a une perception positive, mais les caisses doivent améliorer certaines choses. Autrement dit, les membres ont un niveau de satisfaction intéressant malgré le manque de formation, ce qui est prouvé dans les différentes statistiques et dans le modèle de la régression. Mais puisque c'était une étude quantitative, l'analyse économétrique nous montre que le niveau de satisfaction des membres est positivement corrélé à leur niveau de littératie financière. Encore une fois, ce qui est démontré dans la littérature sur le sujet. Pour conclure, comme on l'avait dit au départ, l'hypothèse n'était pas vérifiée. Mais on doit observer qu'il y a une certaine triangulation de différentes méthodes qui confirment un certain potentiel des CEC pour faire de l'inclusion financière à travers les trois déterminants que je vous ai cités auparavant, accès, usage et qualité. L'implication du travail, c'est quoi? C'est tout simplement... Merci, docteur. Merci, docteur. L'implication dit que l'investissement dans la formation des membres par les dirigeants des caisses et il est important au CEC de mieux documenter les besoins des membres selon leur profil socio-démographique. Puisque tout travail académique universitaire mérite de consulter des ouvrages, je vous présente les différents documents que j'ai consultés, vous pouvez remarquer. Et pour terminer, je tiens à remercier le public, je remercie le président, les membres du jury et un remerciement spécial à mon directeur de mémoire. Encore une fois, merci. Je suis à vous pour les questions et recommandations. Merci. Merci à Ricardo Thomas pour sa prestation. L'expression est claire, l'intonation est très nette, la diction est propre. Merci pour cette présentation orale. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au rapporteur, le docteur Camille Vincent, à qui je donne la parole immédiatement. Oui, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, félicitations à M. Thomas et au Dr Azima pour ce travail. Je dois avouer que je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Vraiment, ça a été un travail bien rédigé. Je suis passionnée d'économétrie et d'analyse statistique. Donc, pour dire que voilà, ce chapitre-là et cette dimension du travail, ça a suscité
mon intérêt et j'y ai accordé une attention particulière. Bien sûr, je ne vais pas entrer dans les critiques économétriques, mais pour dire que voilà, il y a vraiment un effort considérable qui a été fait dans ce mémoire. Alors, l'étude explore en général comment les caisses d'épargne et de crédit favorisent l'accès aux services financiers pour des populations historiquement exclues. Je pense que c'est une analyse tout à fait pertinente et qui rejoint des travaux existants sur la microfinance dans les pays en développement. Et donc, dans le cas d'Haïti, je ne sais pas vraiment s'il y a eu beaucoup d'études sur le sujet. Je pense que c'est le premier que j'ai eu à lire. Mais bon, on va dire que je suis très en retard aussi sur la littérature économique dans le contexte haïtien, je l'avoue. Mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir pour voir voilà, le lien entre ces résultats et ce que je sais qui existe déjà dans la littérature, dans d'autres contextes comme l'Inde, comme les pays en Afrique subsaharienne, etc. Donc, les points forts du travail, je pense que c'est une problématique pertinente et qui est bien contextualisée. Ça se voit que, voilà, M. Thomas sait de quoi il parle et de quoi il en est dans le contexte haïtien. Je pense qu'il y a un effort pour développer une méthodologie rigoureuse qui combine, comme vous l'avez dit tantôt, une analyse qualitative et quantitative. Je crois qu'il y a un cadre théorique qui est bien maîtrisé autour de la finance solidaire et de l'inclusion financière, notamment dans le cas des pays en développement, donc bravo. Et les résultats sont bien présentés avec des recommandations claires vis-à-vis des coopératives étudiées et aussi des recommandations et une présentation très claire voilà, du mémoire au cours de cette soutenance. Quelques points faibles, alors je ne vais pas dire points faibles, mais de préférence des points sur lesquels il faudrait réfléchir un petit peu. Alors, bien qu'il y ait une approche théorique qui soit bien pertinente, je pense que le mémoire aurait beaucoup à gagner à inclure plus de profondeur et à faire un lien beaucoup plus rapproché avec le contexte haïtien. Par exemple, je pense qu'il y a on va dire, un manquement de discussion sur les potentielles externalités négatives de ces institutions. Par exemple, le surendettement qui pourrait s'y résulter, les tensions sociales qui pourraient être créées par les prêts non remboursés ou des prêts non acquis dans certaines communautés autour de ces institutions de microfinance. Donc voilà, je pense que voilà, trouver une certaine inspiration de la littérature sur d'autres pays ou d'autres contextes où ces externalités négatives des institutions de microfinance existent et essayer de faire un rapprochement avec cette littérature dans le contexte haïtien pour voir, voilà, c'est vrai qu'il faut mettre l'emphase sur l'accès, sur l'inclusion financière, mais quelles sont potentiellement, et au vu aussi de la littérature économique sur les externalités négatives, quelles sont potentiellement et théoriquement un impact social résultant d'une externalité négative qui pourrait aussi exister et qui n'est pas, à mon avis, suffisamment exploré dans ce mémoire. Un autre aspect, c'est l'aspect du contrat social. Alors, si on réfléchit en termes de compétition, je pense qu'il y a toujours eu un certain format de collaboration sociale ou d'inclusion financière. Par exemple, ce qu'on a chez nous, qu'on appelle tontine, tontine c'est pour l'Afrique francophone, ça nourrit les lacailles sol, par exemple. C'est une forme d'inclusion financière qui a toujours existé. Maintenant, dans le cadre des caisses d'épargne et de crédit, on pourrait dire, bon voilà, ces institutions financières qui ont toujours existé pourraient être en compétition d'une certaine façon avec les caisses d'épargne et de crédit. Bien que voilà, les tontines sont plutôt informelles, mais on va dire c'est quand même une forme d'institution d'inclusion financière. Alors, si on prend l'exemple de la tontine et qu'on compare ça avec une caisse d'épargne et de crédit, on pourrait dire qu'il y a une forme de compétition. Mais maintenant, qu'est-ce qui impliquerait une volonté ou bien qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à s'adhérer à une tontine vis-à-vis une caisse d'épargne et de crédit? Je pense que ce n'est pas suffisamment exploré. Donc, les alternatives aux caisses d'épargne et de crédit qui existent sur le marché ne sont pas suffisamment explorées dans le mémoire et je pense que voilà, il faudrait peut-être penser un petit peu à ce contrat social. Donc, je m'adhère à une tontine parce que je connais
les gens qui font partie de cette tontine, c'est ma sœur, c'est ma tante, c'est mon voisin, alors que ce contrat social n'existe pas forcément dans le cadre d'une caisse d'épargne de crédit. Bien sûr, je peux connaître certainement, mais on va dire qu'il n'y a pas ce lien. Donc, en matière de compétitivité de cette forme d'institution par rapport à ce qu'on avait déjà, par rapport à ces institutions informelles comme les tontines, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir un petit peu voilà, à cette dynamique de compétitivité entre ces formes d'institutions. Ensuite, je trouve qu'il y a voilà, l'aspect, la perspective des inégalités. Donc, parce que l'inclusion financière, ça peut, encore une fois, les externalités négatives, ça pourrait aussi ne pas profiter de la même manière à toutes les classes sociales. Peut-être que mes commentaires s'approchent un peu trop sur la sociologie, mais je pense en termes voilà, de discussion sur ce que ça pourrait être en termes d'externalités négatives sur différentes classes sociales. Je pense voilà, il faudrait peut-être réfléchir un petit peu à faire une analyse plus nuancée sur ces externalités négatives et potentiellement sur les impacts de ces institutions sur différentes classes sociales. En ce qui a trait à la méthodologie et aux résultats, alors encore une fois, je ne vais pas approfondir mes commentaires sur l'aspect économétrique, je pense que ça prendrait beaucoup trop longtemps, mais on va dire que les analyses quantitatives montrent qu'il y a des corrélations entre la littératie financière et la satisfaction des membres. Mais on va dire ces corrélations ne sont pas nécessairement, elles ne constituent pas nécessairement une relation causale. Donc, il se pourrait aussi que, voilà, que ce soit dans le sens inverse, c'est-à-dire que les gens qui sont satisfaits des prestations des institutions de microcrédit se retrouvent à rechercher plus d'informations et donc à obtenir une littératie qui soit beaucoup plus élevée que les membres qui sont préalablement pas satisfaits. Donc, c'est pas vraiment une relation causale, mais c'est plutôt une corrélation. Donc, j'aurais bien aimé voilà, que vous élaboriez un petit peu plus là-dessus pour vraiment distinguer qu'est-ce qui relève de la corrélation de ce qui relève de d'une relation causale. Je pense que c'est vraiment abordé avec beaucoup de prudence. Ensuite, je pense qu'il y a dans l'analyse économétrique également, encore une fois, je ne vais pas approfondir, mais je pense qu'il manque un lien théorique entre les variables. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs variables qui sont considérées, mais en fait, dans une analyse économétrique, il faut prendre en compte c'est quoi le lien théorique entre ces variables. Pour vous donner un exemple, il y a l'âge, il y a le sexe, il y a la littératie, et tout ça. Mais en fait, si on prend le contexte haïtien, sans avoir une idée, c'est quoi le lien vraiment entre l'âge, le sexe et vraiment la littératie, même pas la littératie financière, la littératie en général, la capacité à lire et à écrire, je pense qu'il faut d'abord établir le lien théorique entre ces variables. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui a 16 ans et qui est membre d'une caisse d'épargne et de crédit comparé à quelqu'un qui a 19 ans, est-ce qu'il y a une différence théorique qui existe au vu du contexte haïtien? Quelqu'un qui est femme comparé à un homme, c'est quoi la propensité à ce que cette femme-là soit plus, on va dire, plus intéressée aux questions financières, ou bien une femme l'âge interagit avec le sexe? Est-ce qu'il y a vraiment des dynamiques qui existent et qui pourraient donc influencer le résultat ou du moins les estimations? Donc, c'est pas que dire, bon voilà, on a ces listes de variables, on fait des hypothèses, on balance toutes ces variables dans le modèle et puis on va voir ce qui va arriver. Je pense qu'il faut théoriser aussi autour de ces variables et dire, bon voilà, ce qu'on attend à partir de ces variables au vu de la littérature, de ce qui existe déjà, ou du moins avoir voilà, une relation théorique ou établir un lien théorique entre ces variables. Dans l'ensemble, je pense que c'est un excellent travail qui aborde un sujet pertinent que j'ai pris plaisir à lire. Et bien sûr, je viens de mentionner quelques faiblesses méthodologiques, surtout par rapport aux estimations économétriques. Je pense qu'il faudrait renforcer un petit peu. Mais sinon, voilà, c'est excellent. Quelques questions par rapport à la littératie financière. Alors, le résultat clé de cette recherche, c'est que cette littératie financière, c'est un facteur clé dans l'amélioration de l'inclusion financière, si je comprends bien.
Alors, ma question, c'est comment conciliez-vous cela avec la littérature émergente et existante qui soutient que l'accès aux services est beaucoup plus important que la littératie elle-même dans les contextes en développement. C'est-à-dire, c'est comme l'œuf et la poule. Donc, qu'est-ce qui vient d'abord? Est-ce qu'on donne l'accès d'abord ou est-ce qu'on favorise la littératie financière d'abord? Donc, dans ce sens-là, ma question, c'est pensez-vous que la littératie financière est une condition préalable ou juste un complément à l'inclusion financière? Donc, ça, c'est une première question. Une deuxième question, alors comme je l'ai dit tantôt, c'est ce que vous démontrez dans le travail, c'est pas forcément une relation causale, mais de préférence une corrélation entre la littératie et l'inclusion financière. Et ma question, quel autre facteur dans le contexte haïtien auquel vous pourriez, voilà, qui ne sont pas introduits dans votre étude, auxquels vous pourriez penser? Et j'ai réfléchi tout à l'heure et j'ai fait part de mon commentaire par rapport au contrat social, la question de confiance dans les institutions, la question de confiance dans les caisses d'épargne et de crédit. Je pense qu'il n'est pas suffisamment abordé. C'est quoi le rôle du contrat social ou bien de tout autre facteur sociaux qui pourraient influencer vos estimations économétriques et qui ne sont donc pas prises en compte dans ces estimations-là? Ensuite, au niveau de la gouvernance, je veux dire, on est quand même dans un contexte peu développé. Alors, quand vous pensez, par exemple, au niveau des réformes, soit au niveau de la BRH, il y a aussi cette nouvelle, c'est pas une mesure, mais ce nouveau service qui est disponible, Mon Cash, oui, avec la Digicel, etc., qui encore sont des services plus ou moins compétitifs qui font partie aussi de l'inclusion financière et qui pourraient être considérés comme des compétitions aussi à des caisses d'épargne de crédit, peut-être pas dans le sens du crédit, mais qui favorisent tout autant l'inclusion financière. Alors, quand vous pensez à tout ça, on va dire d'un point de vue généralisé, au niveau de la structure de la gouvernance, des pratiques de gestion de tout ce qui concerne l'inclusion financière en Haïti, quelles seraient vos recommandations pour, on va dire, les instances de gouvernance et aussi pour les institutions privées qui offrent ces différents services dans le contexte haïtien? Donc, ça serait, voilà, les trois questions principales à ce niveau. Vraiment, le contrat social, c'est quoi le rôle des institutions comme les tontines, les institutions de compétition? La question de, voilà, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est la poule ou bien c'est l'œuf pour l'inclusion financière et la littératie? Et la question sur la gouvernance un peu plus généralisée de tous ces programmes et de toutes ces instances qui visent à inclure le plus d'Haïtiens possible dans les questions financières. Voilà. Merci, docteur Vincent. C'est très complet comme remarque. Et Ricardo, j'espère que tu as noté les trois questions au moins. Et en plus, les remarques que tu pourrais prendre en compte par la suite. Au moins les trois questions, je vais porter quelques éléments de réponse en tout cas. Alors, je vais immédiatement passer la parole au docteur Azima, qui est ton directeur de mémoire, et puis après, je ferai quelques remarques. Docteur Azima, tu as la parole. Docteur, vous me permettez? Oui. OK. Est-ce que madame et la rapporteuse peut bien reprendre pour moi la troisième question, parce que j'ai pas saisi le sens de la troisième question, s'il vous plaît. Oui, alors là, oui, allô? Oui, vas-y. Oui, alors, oui, la question se porte surtout à la question de la gouvernance de tout ce qui concerne les programmes, les institutions ou bien les projets d'inclusion financière. Comment est-ce que le gouvernement ou les politiques publiques devraient aborder? Parce qu'il y a Mon Cash d'un côté, il y a les caisses d'épargne, il y a les institutions de microcrédit. Je pense qu'il y a un effort, ou du moins dans les mois ou bien dans les années passées ou bien dans les récentes années, il y a un effort vers l'inclusion financière, vers l'intégration de plus en plus d'Haïtiens
dans tout ce qui concerne la finance et un effort pour aller au-delà des banques traditionnelles. Donc, ma question, c'est au niveau des politiques publiques et de la structure de toutes ces instances ou de tous ces programmes, comment est-ce que l'inclusion financière devrait être abordée dans les politiques publiques? OK. Merci. Docteur Azima. Oui, alors je voudrais commencer par remercier Ricardon Thomas pour sa présentation et aussi remercier Dr Vincent pour ses remarques très pertinentes et ses questions. Je vais laisser l'étudiant se débrouiller avec les questions, mais j'aimerais quand même revenir rapidement sur deux points que Dr Vincent a soulevés. C'est la question des aspects négatifs des IMF. Effectivement, c'est un point que, dès le début, j'en ai parlé avec Ricardon, qu'il ne fallait pas présenter une vision trop rose de la microfinance parce que la littérature récente montre qu'effectivement, tout n'est pas rose. Il y a des aspects négatifs qu'il faut prendre en compte. Et enfin, le deuxième point, c'est juste sur la question de la causalité. On peut comprendre aussi on voulait faire plus, mais les contraintes de temps, ça nous a pris de court. Sinon, je voudrais féliciter Thomas Ricardon pour sa motivation tout au long de cette expérience que j'ai vécue avec lui et que je ne regrette pas du tout. Donc, il est un étudiant très discipliné qui prend en compte les recommandations et Dieu sait que j'en fais beaucoup. Donc, il les prend en compte, il fait de son mieux et il respecte ses engagements. S'il dit qu'il va retourner le travail lundi, il le fait. Parfois, c'est même moi qui me suis retrouvé à la bourre. Mais c'est très appréciable et je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir dans sa carrière professionnelle ou s'il compte poursuivre au doctorat. J'aurais une seule question pour lui. C'est, est-ce que, Ricardon, tu penses que la microfinance en général, comment tu évalues les bénéfices pour les femmes de la microfinance? Parce qu'on entend souvent dire que la microfinance, ça peut autonomiser les femmes et tout. Mais en même temps, quand on voit les derniers rapports de la BRH, par exemple, sur la stratégie nationale d'inclusion financière, on voit qu'il y a quand même, on voit où les montants s'en vont, qui bénéficie de quoi. Donc, on se pose des questions. Est-ce que c'est un mythe, cette histoire de la microfinance qui sauverait les femmes, et les sortirait de la pauvreté et tout, ou bien s'il y a des nuances à apporter. Donc, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Et encore une fois, toutes mes félicitations. Merci, Dr Azima. Merci pour ces questions, ces remarques. Moi, à mon tour, Ricardon, je vais faire mes remarques. Peut-être poser une question pour voir et en fonction de la suite, je verrai si, en fonction de tes réponses, je verrai si je peux encore poser une ou deux autres. Alors, je vais commencer par la forme. Alors, déjà, ton travail est trop long. Nous avons dit, parce qu'il y a des étudiants qui aiment partir dans les décors, et nous avons bien mis un maximum de pages. Si tu as bien lu le canevas de rédaction des mémoires en US, on verra qu'on a un maximum de pages qui est de 80 pages. Toi, tu es passé à 137 à peu près. C'est-à-dire un surplus de 70%, disons. Grosso modo, c'est un surplus d'environ 70%, à peu près. Donc vraiment, il faut te contenir. Et tu es parti en longueur aussi. Ton introduction, elle est trouvée trop longue. Hein? J'ai trouvé ton introduction vraiment trop longue. Hein? Donc, si tu peux envisager de la réduire, de te restreindre, puis toujours rester sur les excès en longueur,
Je trouve que tes titres sont trop longs. Tes titres, parfois, sont trop longs. Surtout, chapitre 4, chapitre 3, tes titres sont trop longs. Si tu peux les ramasser. Et puis, même certaines sections, toujours sur la forme. Eh bien, tu sais qu'à l'IUS, il y a une forme à respecter. Que si chaque étudiant agit, numérote, présente à sa manière, eh ben, c'est plus un établissement, quoi. Ce n'est plus un établissement. Si chaque étudiant présente les documents à sa manière. Donc, on vous a donné un canevas de présentation à respecter pour qu'il y ait une harmonisation dans la présentation des mémoires. Et la forme renvoie des informations sur le fond. Et mieux on maîtrise le fond, mieux on respectera la forme. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas maîtrisé le fond, mais ça veut dire que tu n'as pas pu contenir le fond. Tu es parti dans les décors. Alors, dans ta numérotation, tu respectes chapitre 1, chapitre 2, section 1, section 2, etc. Mais à l'intérieur des sections, il n'y a pas des 1.1, 1.2, 2.3, non. C'est grand 1, un paragraphe. Parce que nous, pour le travail de master, nous ne voulons pas que l'étudiant parte encore une fois dans les décors. Il faut le contenir. Donc, on parle du principe que mémoire de master avec chapitre, section, paragraphe, 3 niveaux, il devrait s'en sortir. Et dans un paragraphe, s'il faut qu'il mette quelques sous-titres, quelque chose, pourquoi pas. Donc, il y a ce travail de nettoyage à faire. Et dans un texte, en n'importe quel ouvrage sérieux, on ne souligne pas, parce que un mémoire, une thèse, c'est un ouvrage. Hein. On ne souligne pas dans l'intérieur du texte, ni les titres. Tu as souligné beaucoup de titres, de sous-titres, etc. Non. Soit tu mets en gras déjà, c'est pas la peine de souligner, soit tu changes le caractère, et on voit que tu veux passer à autre chose. Mais surtout pas souligner. Ça, il faut éliminer cette affaire. Alors, sur le travail lui-même, je passe au fond, je trouve que tu maîtrises ton affaire. Tu maîtrises ton affaire, c'est pas pour minimiser ton effort, mais tu maîtrises ton affaire, c'est parce que tu es dedans. Tu vois pas dedans, tu vis dedans depuis des années. Bon, mais quoi de plus normal que quelqu'un qui vit dans quelque chose sorte un peu d'analyse à partir de cette chose. Et donc, moi, je trouve que tu maîtrises ça. Alors, je trouve que tu as été, toujours sur le fond, un peu prudent dans la démarche comparative. Je trouve que la comparaison n'a pas... Parce que quand tu comptes deux caisses, c'est vrai, tu cherches à les comparer, mais en même temps, je trouve que tu es prudent, tu n'es pas tranchant sur les conclusions de cette comparaison. Et puis, bon, un petit mot, mais je crois que le docteur Vincent a tout dit. Un petit mot, tu dis brutalement que tu avais 10 variables, tu en as enlevé 2. Il faut insister plus sur pourquoi tu les enlèves. Est-ce que c'est un problème de significativité? Est-ce que c'est un problème de collinéarité? Pour quelles raisons tu les enlèves, quoi, hein? Et puis, comment tu spécifies le nouveau modèle par rapport à ton nettoyage de variables, si on peut dire. Donc, là c'est un peu, si tu veux expliquer un peu plus ça, mais ça rejoint l'une des questions du docteur Vincent quelque part. Alors, ou l'une des remarques. Alors, une question, comme tu travailles sur l'inclusion financière, tu connais le KYC, bon, comme on fait pour intégrer les gens. Le KYC, c'est-à-dire, il y a très peu de gens qui sont bancarisés. Pourquoi ils ne sont pas bancarisés? C'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à les repérer, quoi. Il y a un problème de cadastre, il y a un problème de... On ne peut pas donner un prêt à quelqu'un
qui est aujourd'hui dans telle rue et en province, on ne sait pas où il est, on n'a pas de garantie parce que qu'on soit mutuel ou qu'on soit banque, il faut le minimum de garantie. C'est la seule chose qui compte. Ben, alors, comment on fait pour inclure? Je sais que dans les monnaies mobiles, on prend avec les nouvelles technologies, on prend les empreintes des yeux, les empreintes de ceci, même si vous êtes n'importe où, on sait où vous êtes, on va vous rattraper. Mais vous, le KYC pour vous, comment vous le faites pour inclure, pour atteindre l'inclusion? Est-ce que vous prenez les gens sans contrôle ou vous vous contentez de prendre que des gens de votre département, même si je pense que, d'après ce que tu as dit, c'est des gens du département, mais quand même, il faut le minimum de garantie sur les gens. Comment le processus se fait? Je n'ai pas vraiment compris comment ça marche. Et ça fait partie de l'inclusion financière. Parce qu'on ne passe jamais on ne sera jamais repéré, on ne va jamais intégrer une banque, on ne va jamais être bancarisé si on ne sait pas où vous habitez, si on ne sait pas où vous travaillez, on ne sait pas où vous rattrapez, etc. On ne sera jamais bancarisé. D'accord? Donc voilà mes remarques, si les collègues le permettent. Je te passe la parole afin de répondre à tout ça dans l'ordre. D'abord, le docteur Vincent, puis son directeur, si tu as quelque chose à rajouter, puis moi-même. Et puis après, s'il le faut, on fera un dernier tour avant de finir la séance. Merci, merci, docteur Selimène, monsieur le président. Tout d'abord, je remercie la docteure Vincent pour ses commentaires et ses remarques combien pertinents sur le travail, un travail qu'elle a pris du plaisir à lire pour produire de telles remarques. Par rapport à sa première question, en termes d'accès, en termes de littératie, est-ce qu'il y a un préalable? Normalement, dans les différents documents, dans les différents rapports qui ont été produits sur l'inclusion financière, on n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'accessibilité. On n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'éducation financière et autres. Je dois dire que dans un pays sous-développé comme Haïti, si on privilégie tout d'abord l'accès, c'est-à-dire permettre à plus de gens d'accéder à ces services-là, juste avant, il y a un préalable à faire, c'est-à-dire un pays comme Haïti où il y a un problème d'identification, il y a un problème d'infrastructure, parfois quelqu'un qui vient dans une coopérative pour s'inscrire, pour prendre un service, il n'a pas les documents nécessaires, il n'a pas sa pièce d'identité, tout ça, il n'a pas un document d'identification. Même quand on privilégie tout d'abord l'accès dans un pays sous-développé comme Haïti, donc cela va représenter plus tard des problèmes. Je pense que l'accessibilité, c'est important parce que si les gens n'ont pas d'abord accès aux services, on ne pourra pas parler d'inclusion financière. Mais un pays sous-développé comme Haïti, où les gens ne maîtrisent pas assez les concepts de base, les concepts financiers, ils ne comprennent pas les services qu'ils bénéficient. Moi-même, je pense que c'est comme on le dit dans la littérature, je pense que à mon humble avis, l'éducation financière doit arriver au premier plan. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut expliquer aux gens l'importance de tout ça, l'importance d'avoir accès à ces services, ce qui va les insérer dans l'économie, ce qui va leur permettre de satisfaire leurs besoins. Donc, c'est le préalable. Donc, tout d'abord, c'est la littératie financière. Mais avant tout ça, un pays sous-développé comme Haïti, l'État doit créer les infrastructures de base. L'État doit
permettre aux gens d'avoir accès à une pièce d'identité, à d'autres documents qui vont leur permettre de bénéficier ces services-là. Ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième question, Dr Vincent a essayé de regarder le secteur informel qui est en compétition avec les coopératives d'épargne et de crédit. Par exemple, elle a souligné les tontines, ce que nous appelons chez nous les sols. Je dois vous dire que puisque je suis dans le secteur, dans les coopératives d'épargne et de crédit, on fait ça aussi. On fait les tontines, on fait les sols. Donc, on appelle ça, dans les coopératives d'épargne et de crédit chez nous, on appelle ça une sorte d'épargne qui s'appelle épargne boni. On appelle ça épargne boni dans les coopératives d'épargne et de crédit de chez nous. Donc, oui, quand on fait les tontines, quand on fait les sols, ça crée un contrat social. Autrement dit, il y a une forme de lien social qui est de solidarité qui est créée. Mais le problème avec les tontines, le problème avec le secteur informel, c'est que les gens qui sont porteurs ou bien qui sont garants, qui gèrent ces tontines-là, dans l'expérience qui est faite chez nous, dans la majeure partie des cas, ils sont partis avec l'argent des bénéficiaires. Donc, puisque le secteur, c'est informel, c'est pas régularisé, c'est pas normalisé. Donc, je pense que oui, il ne faut pas négliger cet aspect-là, les tontines, mais on ne va pas privilégier ça. Autrement dit, l'État doit mettre de l'ordre dans ça parce que c'est informel, il n'y a pas de confiance vraiment parce qu'il y a des gens qui sont partis avec une somme d'argent, alors que si on regarde de l'autre côté, les CEC offrent les mêmes services, ok, à savoir de l'épargne boni. Eh bien, le mieux serait au CEC de vulgariser ce service-là qui s'appelle l'épargne boni, qui est beaucoup plus formel, ok, qui est beaucoup plus formel, ce qui va permettre à plus de gens de prendre ces services, autrement dit, de créer cette dynamique de solidarité, cette dynamique de lien social qui existe dans les coopératives d'épargne et de crédit. La troisième question, c'est par rapport aux différents services financiers qui sont donnés ou qui sont offerts à la population, la question de mon cash, la question de notre cash. Je pense que on est à l'heure de la technologie. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on a parlé de FinTech. On a parlé de FinTech. Donc, c'est la technologie financière. La technologie financière, c'est aussi un moyen de faire de l'inclusion financière. Donc, puisque dans le paysage financier haïtien, si on regarde les régulateurs, à savoir la BRH, le MEF, le ministère de l'Économie et des Finances, si on regarde le CNC, le Conseil national des coopératives, si on regarde aussi le CONATEL, parce que là maintenant c'est plus la technologie, donc on ne va pas ignorer ce régulateur-là qui s'appelle CONATEL. Eh bien, je pense... Pardon? Pardon, docteur? Oui, merci. D'accord. Je pense qu'il revient au régulateur de mettre de l'ordre, ok? De mettre de l'ordre dans ces secteurs-là pour une meilleure inclusion financière. Donc, c'est ça parce que c'est ça le rôle des régulateurs. Autrement dit, il revient à eux de créer un cadre légal, pouvant mieux organiser, mieux structurer la FinTech dans le pays parce que c'est en vogue à l'heure de la nouvelle technologie. Je remercie le docteur Azima pour ses remarques, ses commentaires, tout ça. Et pour répondre à sa question, il a dit que comment moi-même j'évalue les bénéfices pour les femmes. Je dois dire que
dans la création ou bien dans la conception même de la finance solidaire qui est beaucoup plus médiatisée à travers l'économie sociale et solidaire, on a mis beaucoup d'accent sur les femmes. On a mis beaucoup d'accent sur les femmes parce que au niveau de la microfinance, on a constaté que on peut faire des prêts en groupe, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui font partie du groupe, il y a des femmes qui jouent un rôle important. Donc, par le fait que dans l'économie haïtienne, dans des études, il a montré que les femmes jouent un rôle important, autrement dit, c'est la pièce maîtresse qui fait marcher l'économie, qui fait marcher l'économie haïtienne. Je pense que c'est à cette base-là qu'on a dit souvent que les femmes, elles jouent un rôle important pour faire fonctionner la microfinance, pour faire fonctionner l'économie sociale et solidaire. Mais ça, c'est dans certaines études. Mais par contre, ceci peut être vrai, mais il faut voir aussi que j'ai pu lire le dernier rapport de la BRH sur la stratégie nationale d'inclusion financière et ce qui a été observé dans le dernier rapport de la BRH sur la stratégie d'inclusion financière, on a constaté que 49,6% d'hommes ont accès aux services financiers comparativement à 40,4% des femmes. Donc, cela dit quoi? Cela dit que les femmes ne bénéficient pas beaucoup des services financiers. Donc, peut-être que la tendance est renversée. Bon, c'est le dernier rapport. Je me base sur ce rapport-là pour produire mes commentaires. Et c'est pourquoi, dans ce même rapport-là, la BRH a fait mention des groupes qui sont vulnérables et qu'il faut prendre en compte pour faire l'inclusion financière, à savoir les jeunes, les agriculteurs, etc., et surtout les femmes. C'est pour vous montrer que des études antérieures ont montré l'importance de l'empowerment des femmes pour créer cette dynamique d'inclusion financière. Mais si je veux bien croire au dernier rapport de la BRH, on a pu constater que la tendance est renversée parce que les femmes ne sont pas vraiment exclues. Autrement dit, elles n'ont pas une certaine accessibilité comme cela a été le cas auparavant. Et pour terminer avec la dernière question du docteur Selimène qui a parlé de « j'ai fait l'analyse économétrique sur 10 variables et en cours de route, j'ai dû enlever les 2 variables ». Les 2 variables, c'est éducation et accès à l'Internet. J'ai enlevé ces 2 variables parce que le profil qui était devant moi, autrement dit, l'échantillon qui était considéré, a montré que presque la majeure partie des répondants, ils ont accès à Internet et aussi ils sont éduqués. Donc, par le fait que pour éviter des problèmes dans l'analyse, c'est en vertu de ça qu'on a enlevé les 2 variables et on a considéré les 8 variables qui, à mon humble avis, sont beaucoup plus pertinentes. Votre dernière question, docteur Selimène, c'est, parce qu'il y avait une coupure, mais ce que j'ai pu retenir, c'est, vous avez parlé d'un minimum de garantie. Est-ce qu'il y a un minimum de garantie pour les gens de façon à les inclure financièrement? Là, il faut dire que l'économie sociale et solidaire est basée... Oui. Il y a le rapporteur qui veut intervenir. D'accord, docteur. Alors, je pouvais attendre. Tu peux intervenir. Oui, tout à fait. Je pouvais attendre, mais bon, il n'y a pas de souci. Je voudrais quand même préciser qu'on doit peut-être définir un peu plus ce qu'on entend par littératie financière dans ce cas-là. Je partage avec toi une anecdote. J'ai un projet de recherche en Ouganda et j'y étais il y a quelques mois. Et pendant que je marchais dans la rue, dans les villes de Kampala, quelqu'un me demandait quelques pièces de monnaie. Et je lui ai répondu, je n'ai pas de monnaie locale. Alors, il m'a dit, ah oui, vous pouvez me transférer ça sur mon mobile money. Donc, c'est quelqu'un qui mendiait dans la rue, mais qui avait un smartphone
et qui était intégré suffisamment financièrement pour savoir que je pouvais lui transférer l'argent en scannant son barcode, ou du moins en lui transférant l'argent via son mobile money ou via un autre... je ne savais pas vraiment à quoi il faisait référence, mais on va dire qu'il est suffisamment intégré pour savoir que même s'il est un pauvre et qu'il mendie dans les rues, il peut utiliser un service pour que je lui transfère de l'argent. Donc, quand on parle de littératie, je pense qu'il faut vraiment définir exactement ce à quoi on fait référence, parce que ce n'est pas forcément savoir comment investir à la bourse. L'intégration ou l'inclusion financière, une forme de littératie, ça peut être aussi quelque chose de pratique. Donc, je voulais partager justement avec toi cette anecdote pour comprendre un petit peu, voilà, quand on dit littératie, se demander effectivement ce à quoi on fait référence. Non, je peux ne pas pouvoir rédiger mon nom ou aller ouvrir un compte à la banque, mais je peux toujours avoir un smartphone, comme c'est l'exemple de ce type-là, et pouvoir avoir accès à un certain nombre de services financiers. Voilà, je voulais partager ça avec toi pour qu'on puisse définir un petit peu, voilà, ce à quoi on fait référence exactement quand on parle de littératie financière. Voilà, mais ça ressemble aussi à la question à laquelle tu vas répondre actuellement, parce que c'est toujours l'inclusion. On est toujours sur l'inclusion. Alors, merci au docteur Vincent. Ricardo, tu as la parole de nouveau. OK, merci docteur. Si vous permettez que j'ajoute un petit mot sur ce que vient de dire la docteure Vincent en termes de littératie financière. Dans le document, dans mon travail, quand je parle de littératie financière, je parle en termes de connaissances. C'est-à-dire, est-ce que d'abord, les gens sont éduqués pour savoir, OK, il y a une caisse populaire, il y a une banque qui offre des services financiers, l'épargne, crédit, tout ça. Est-ce qu'ils comprennent le sens des concepts? Est-ce qu'ils maîtrisent les services de base, etc., etc. Donc, c'est ça. C'est en termes de connaissances de base. C'est pas une connaissance approfondie au niveau du marché financier. Non, non, loin de là. Mais c'est en termes de connaissances un peu basiques sur les services financiers. Et pour terminer avec votre dernière question, docteur Selimène, si je comprends bien, votre dernière question, c'est, vous avez parlé, est-ce qu'il y a un minimum de garantie sur les gens pour les inclure? C'est le KYC, quoi, c'est ce qu'on appelle le KYC. C'est-à-dire, oui, connaître le client. Donc, bon, je dois dire que le KYC, ça a une importance capitale parce que lorsqu'on doit donner, on doit offrir des services aux gens, il faut connaître ces gens-là. Donc, il faut bâtir cette relation de confiance et c'est en bâtissant cette relation de confiance qu'on va créer ce lien social, qu'on va créer cette solidarité pour faire avancer la coopérative financière. Bon, dans un pays sous-développé comme Haïti, c'est vrai que la BRH a fait la promotion de ça, de la KYC, de connaître le client, mais c'est pas à un niveau élargi. C'est pas un niveau élargi. Surtout, si on prend les coopératives qui desservent les gens qui ne sont pas assez les gens du milieu rural, tout ça, des gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'est des gens qui viennent au niveau d'une coopérative qui demandent un service, donc on les inscrit. Et maintenant, si ces gens-là veulent avoir un crédit, eh bien oui, à ce moment-là, il va y avoir des ressources au niveau des coopératives, des ressources humaines qui travaillent dans le secteur du crédit, qui vont sur le terrain et documenter, faire des enquêtes pour savoir beaucoup plus sur ces gens-là. Mais en réalité, il n'y a pas un fichier qui est constitué, soit du côté de la BRH et qui partage tout le temps avec les coopératives pour donner assez d'informations sur ces gens-là. Et surtout, il ne faut pas négliger ce que je disais tout à l'heure, un problème d'identification. Mais comme étant donné que les coopératives se basent sur une proximité, sur une relation de confiance, et c'est en vertu de cette proximité et de cette relation de confiance qu'on est arrivé à inclure ces gens-là en leur donnant
un service financier de proximité. Merci. C'est pourquoi je parlais que vous restez au niveau du département, vous n'allez pas dans tous les sens pour créer cette relation en question. Vous êtes départemental, quoi. Vous restez dans la zone. Exactement. Alors, il y a le docteur Azima, il nous reste 2 minutes. Il y a le docteur Azima qui veut intervenir. Très rapidement. Je suis d'accord avec tout ce qui a été soulevé par vous, par le docteur Vincent, et je pense que les réponses aussi de l'étudiant sont assez satisfaisantes. Je voulais souligner que quand même, dans l'enquête, on est allé chercher plus que moins. Donc, ça fait qu'on a beaucoup de questions qui sont sous-utilisées. Par exemple, même pour la littératie financière, on a posé différentes questions pour mesurer la même chose. Donc, qui vont capter des aspects, même si on s'est concentré sur une seule variable, mais on a d'autres alternatives. Je ne sais pas si l'étudiant aura le temps de les exploiter tous, mais c'est pour dire qu'il y a du matériel sous-utilisé. Et aussi, je pense que dans le travail, l'étudiant prend le soin aussi d'être prudent, de dire que c'est une analyse corrélationnelle. Donc, il ne faut pas trop généraliser trop vite. Et enfin, c'était ça mes points. Et pour la question de la garantie, il faut considérer aussi que c'est la logique même de la microfinance, c'est de pouvoir miser sur d'autres formes de garanties, des garanties non traditionnelles. Par exemple, le fait que, écoutez, vous habitez dans une région, peut-être qu'on ne connaît pas votre adresse, mais vous faites partie d'un groupe, donc votre image, votre réputation compte pour vous. Donc ça c'est ce genre de choses que la microfinance peut jouer dessus pour créer la confiance. Merci beaucoup, docteur Azima. Merci pour ce complément d'information. Oui, je suis d'accord, le Pétran avait de bonnes réponses, voire de bonnes répliques et par rapport aux questions et remarques. Alors, je fais rapidement un tour. Une dernière, 20 secondes par personne. Une dernière, si vous avez quelque chose à rajouter, docteur Vincent, puis docteur Azima, et je te demanderai, Ricardo, en moins de 20 secondes, de dire un mot. Docteur Vincent. Oui, alors, encore une fois, félicitations. J'aimerais bien relire le travail si jamais vous comptez produire une version améliorée ou bien en faire un article, etc. Voilà, je suis très intéressée par le travail et par les résultats. Donc, merci de le partager si jamais voilà, vous comptez en faire un article. Merci pour cette volonté de collaborer. Et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur vous et sur la qualité de vos remarques et de votre collaboration. Merci. Docteur Azima, tu as un mot à ajouter? Félicitations, Ricardo. Ton travail est récompensé et je te souhaite une belle carrière. Ricardo, moins de 20 secondes. OK, donc merci, Monsieur le Président, mais juste avant de remercier tout le monde, et permettez que je donne quelques renseignements à Dr Vincent, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur l'inclusion financière en Haïti. Oui, effectivement, elle a raison. Il n'y a pas beaucoup d'écrits, mais il y a 2 documents qui ont été publiés, la stratégie nationale d'inclusion financière, et je lui dis aussi de consulter les rapports de FinScope, les rapports de Findex, etc., etc. Et pour terminer, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers mon encadreur, le docteur Azima. Il a été très patient avec moi. Donc, il m'a beaucoup aidé en partageant différents documents, différents liens avec moi pour lire, pour exploiter beaucoup plus, de façon à aller en profondeur. Encore une fois, docteur Azima, tous mes remerciements. Je remercie également le docteur Selimène, mon professeur, qui est toujours là pour nous encourager, pour nous aider à faire plus. Et je remercie la docteure Vincent pour ses remarques, pour ses critiques assez pertinentes et que je promets que je vais apporter les correctifs utiles. Encore une fois, merci
Et bon, je compte aller de l'avant. Donc, j'attends le verdict final pour savoir ce que je dois faire après. Je vous remercie. Merci, Ricardo. Je mets un terme, chers collègues, Dr Vincent et Dr André, je mets un terme à cette soutenance et je vous remercie au nom de l'IS pour votre collaboration. Merci, Ricardo, et bon courage, bonne continuation. D'accord.